Aujourd'hui, c'est Max. Je vous accompagne pour vous raconter des témoignages authentiques qui défient l'entendement. Dans cet épisode, nous examinons 5 personnes qui ont vécu les expériences les plus cruelles lors de leur voyage en safari. Tout d'abord, nous commençons en Tanzanie où une famille a oublié que les animaux sauvages ne sont jamais vos amis. Le matin du 15 mars 2017, un thème parfait pour un safari régnait dans le légendaire parc national du Serengeti en Tanzanie. Henry Dunforce, un ingénieur en mécanique de 45 ans originaire de Phoenix, avait planifié ce voyage pendant plus de 2 ans. Il recherchait minutieusement les meilleures périodes pour voyager et les organisateurs de voyages les plus exclusifs. Sa femme, Sylvia, 42 ans, une bibliothécaire réservée, avait d'abord été hésitante. Elle s'était finalement accoutumée à l'idée lorsque Henry lui avait promis des hébergements luxueux et des protocoles de sécurité stricts. Leur fils de 12 ans, Mason, avait été la véritable motivation derrière toute l'expédition. Si cette histoire vous intéresse déjà, attendez de découvrir ce qui arrive quand la confiance en soi devient fatale dans la nature africaine. N'oubliez pas de vous abonner à Flippantes Histoires et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos récits extraordinaires. Pendant des années, Mason avait supplié ses parents de l'emmener là où il pourrait voir ces majestueux prédateurs dans la nature. Lors de leur 3e jour dans le Serengeti, Henry prit une décision qui marqua à jamais les membres survivants de leur groupe. Déçu par l'absence de lions, observé le matin et déterminé à offrir à Mason l'expérience de près dont il avait si longtemps rêvé, Henry ordonna à leur guide de s'éloigner des itinéraires touristiques fixés. Lorsque le guide exprima des préoccupations concernant le fait de pénétrer dans des zones où d'autres véhicules ne pouvaient apporter aucune aide en cas d'urgence, Henry balaya les avertissements avec la même assurance qu'il montrait face aux problèmes techniques. La famille se trouvait dans une clairière isolée, entourée de hautes herbes pendant qu'ils déballaient pour leur déjeuner dans le véhicule. L'excitation de Mason était palpable. Le guide avait laissé le moteur en marche, une mesure de sécurité habituelle. Mais l'environnement paisible les berça lentement dans un faux sentiment de sécurité. Mason commit l'erreur fatale qui devait déclencher la tragédie. Espérant attirer des animaux pour de meilleures photos, il commença à jeter des morceaux de son sandwich dans l'herbe à l'extérieur du véhicule. Henry, complètement concentré sur le réglage de son équipement photo coûteux, ne remarqua le comportement de son fils que lorsqu'il était déjà trop tard. Avant que Sylvia ne puisse l'arrêter, un mouvement dans les buissons proches attira l'attention de tous. La lionne sortit de la haute herbe. Les lions africains comptent parmi les prédateurs les plus redoutables de la Terre. Les femelles pèsent typiquement entre 120 et 180 kg et sont constituées de muscles et de tissus osseux purs. Leurs puissantes mâchoires peuvent exercer une force de morsure de plus de 450 kg par centimètre carré, tandis que leurs griffes rétractiles peuvent atteindre jusqu'à 4 cm de longueur, parfaites pour saisir et déchirer la chair. Les lions peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à 80 km/h lors de courses au sprint, et leur vision nocturne exceptionnelle les rend aussi mortels de jour comme de nuit. Le guide essaya de partir immédiatement, mais Henry insista pour attendre encore un moment afin de prendre la photo parfaite. La lionne maintenant, à environ 20 mètres du véhicule, avait senti l'odeur de la nourriture dispersée et examiné la situation avec une curiosité prudente. Mason, qui voyait enfin un lion de près, supplia son père de le laisser descendre pour prendre une meilleure photo. Contre tous les protocoles de sécurité qui lui avaient été enseignés et malgré les objections de plus en plus désespérées du guide, Henry prit la décision qui coûterait la vie à sa famille. Il ouvrit la portière du véhicule et en sortit avec l'appareil photo à la main, convaincu que sa présence permettrait de saisir la scène dramatique de la faune dont il avait toujours rêvé. Mason, qui avait vu son père dehors et ne voulait en aucun cas manquer cette occasion, escalada avant que Sylvia ne puisse le retenir. Sylvia, qui ne voulait pas abandonner sa famille, suivit son fils hors du véhicule. L'instinct de chasse de la lionne se déclencha au moment où elle vit 3 personnes se tenir à l'extérieur. Pour elle, ces silhouettes dressées représentaient une menace potentielle pour son territoire et ses petits cachés dans les buissons voisins.
Les lionnes sont des mères extrêmement protectrices et ses puissants muscles se tendirent alors qu'elle se préparait à éliminer le danger avec une force et une vitesse écrasantes. L'attaque commença lorsque la lionne se précipita vers Henry qui était le plus proche d'elle. Elle franchit la distance qui les séparait en quelques secondes. Son corps massif se déplaçait avec cette puissance fluide qui fait des lions des prédateurs d'exception. Mason cria en voyant son père disparaître sous la lionne, mais son cri attira l'attention de 2 autres lions qui observaient depuis leur cachette. Ces prédateurs supplémentaires, alarmés par le chaos, sortirent de la haute herbe et se concentrèrent immédiatement sur les cibles restantes. Sylvia attrapa Mason et essaya de le repousser vers le véhicule, mais la deuxième lionne était déjà en mouvement et franchissait la distance entre eux avec une vitesse terrifiante. L'attaque dura moins de 3 minutes, mais en ces minutes résidait toute une vie de terreur. Henry fut le premier à tomber. Sa tentative de repousser la lionne était complètement vouée à l'échec face à sa force écrasante et ses griffes acérées comme des rasoirs. Mason et Sylvia se trouvaient à découvert entre le véhicule et la lisière des arbres, sans aucune possibilité de fuite, tandis que les autres lions s'approchaient de plusieurs directions. Leurs cris résonnaient à travers la savane, jusqu'à ce que la meute traîne ses victimes dans les hautes herbes où les sons se changèrent progressivement en un terrible silence. Les lions traînent typiquement leur proie dans des zones reculées où ils peuvent te manger sans être dérangés par de charognards ou des prédateurs concurrents. Le guide réussit à se diriger vers la station de Rangers la plus proche, tout en demandant immédiatement de l'aide par radio. Les équipes de recherche et de sauvetage arrivèrent avec un délai de 40 minutes en raison de la distance et des mauvaises conditions de route. À ce moment-là, les lions s'étaient déjà dispersés et les restes de la famille étaient éparpillés sur une vaste zone. La soirée du 8 juin 2018 offrait un soleil africain parfait, le genre de spectacle que les brochures de voyage capturent rarement. Peggy, une infirmière de 33 Hands travaillant aux urgences à Denver, était assise près du feu crépitant de son campement de luxe dans le parc national de South Luangwa en Zambie et observait le ciel passer d'une couleur dorée à un violet profond. C'était son deuxième safari en Afrique et contrairement à son premier voyage au Kenya, elle avait cette fois choisi délibérément un safari à pied, promettant des rencontres intimes avec la faune. Sa carrière de 12 ans en tant qu'infirmière avait été marquée par des missions bénévoles lors des quarts de travail les plus exigeants, cas de traumatologie, opérations d'urgence et interventions en cas des catastrophes que d'autres soignants préféraient éviter. Le safari de luxe à pied suivait le principe d'intervention minimale et d'authenticité maximale. Les invités dormaient dans des tentes en toile, surélevées sur des plateformes en bois, séparées des bruits et des odeurs de la nuit africaine uniquement par des moustiquaires. Cette nuit-là, Peggy s'était portée volontaire pour la garde de nuit de 2 à 4 heures du matin. Une activité optionnelle que la plupart des invités refusaient en faveur d'un sommeil ininterrompu. Le guide principal du camp avait expliqué que la garde de nuit remplissait plusieurs fonctions, maintenir le feu, allumer pour dissuader les charognards, observer les changements de météo et servir d'alerte précoce pour les animaux sauvages qui pourraient s'approcher de la zone de couchage. Lorsque Peggy commença sa veille, le guide lui rappela les prédateurs nocturnes qui chassent dans le South Luangwa. Les léopards comptent parmi les chasseurs nocturnes les plus habiles d'Afrique, parfaitement adaptés pour des attaques silencieuses et surprises. Ces chats solitaires pèsent typiquement entre 60 et 80 kg, mais leur stature compacte et musclée les rend exceptionnellement forts pour leur taille. Les léopards possèdent en proportion de leur taille corporelle la force de mâchoire la plus puissante de tous les grands félins. Leurs mâchoires peuvent écraser les crânes de leurs proies sans effort. Ce qui rend les léopards particulièrement dangereux pour les humains, c'est leur discrétion exceptionnelle et leur capacité à grimper. Ils peuvent sauter verticalement jusqu'à 3 mètres et horizontalement jusqu'à 6 mètres, ce qui leur permet d'attaquer depuis des arbres ou des positions élevées. Leur pelage tacheté offre un camouflage parfait dans la lumière tachetée et ils se déplacent à travers de sous-bois denses sans faire de bruit.
Vers 2h30, Peggy entendit des bruits en provenance de la zone de stockage du camp, située à environ 50 mètres du feu principal. Les bruits étaient subtils, bruissements, grattements et parfois des bruits sourds, ce qui suggérait qu'un animal examinait la cabane de stockage surélevée. C'était exactement pour ce genre de situation qu'existait la garde de nuit, mais les instructions étaient claires. Observer depuis le foyer et alerter les guides si quelque chose semblait menaçant. Cependant, la curiosité naturelle de Peggy et sa confiance en sa capacité à gérer les urgences conduisirent à une décision qui violait les protocoles de sécurité du camp. Au lieu de réveiller les guides immédiatement, elle décida de suivre les bruits elle-même. Ce que Peggy ignorait, un léopard observait le camp depuis déjà 1 heure depuis la végétation environnante, attiré par l'odeur des provisions et l'activité inhabituelle des humains dans son territoire. Alors que Peggy s'approchait de la zone de stockage, Hélène se doutait pas que le léopard avait déjà commencé à la suivre. En une fraction de seconde, le léopard attaqua par derrière légèrement à gauche depuis un fourré dense où la bête pouvait se cacher parfaitement. La gueule du léopard se referma avec une force dévastatrice sur son cou, tandis que ses griffes glissaient sur son torse pour trouver prise et maintenir fermement sa proie. Sans aucun doute, la vie de Peggy s'est terminée à ce moment-là. L'instinct du léopard le poussait à tirer sa proie hors de l'espace ouvert aussi vite que possible. En l'espace de quelques secondes, Peggy fut traînée dans le buisson dense autour du camp. Les léopards sont incroyablement forts pour leur taille et capables de traîner des proies beaucoup plus grandes qu'eux dans les arbres ou dans des broussailles épaisses où ils vont manger tranquillement. Les autres invités furent réveillés par les bruits courts de combat, mais lorsqu'ils sortirent de leur tente et appelèrent les guides, le camp était déjà revenu à son silence antérieur. La recherche qui suivit fut menée par des pisteurs professionnels et des gardes armés, mais les léopards sont célèbres pour cacher leur proie dans des endroits inaccessibles. Le grand félin avait traîné le corps de Peggy dans un épais fourré près de la rivière, à presque 300 mètres du camp, où il resta caché jusqu'au lendemain matin. Lorsque l'équipe de recherche finalement trouva l'endroit, le léopard s'était déjà largement nourri de sa proie et avait disparu dans les vastes étendues de la sauvagerie sud-luangwaise. L'après-midi du 23 septembre 2016 offrait des conditions parfaites pour l'observation des animaux dans le légendaire parc national Kruger en Afrique du Sud. Eric Gless, un étudiant vétérinaire de 26 ans originaire d'Amsterdam, passait là son dernier jour en Afrique, après 6 semaines marquantes en tant que volontaire dans un centre de réhabilitation de la faune en Namibie. Le voyage d'Eric en Afrique avait commencé 2 ans auparavant, lorsqu'il décida pendant ses études de vétérinaire de se spécialiser dans la médecine des animaux exotiques. Le centre de réhabilitation en Namibie avait été tout ce qu'Eric avait espéré et même plus. Il avait aidé à soigner toutes sortes d'animaux, des suricates blessés aux jeunes guépards orphelins, et avait ainsi acquis une expérience pratique qu'il aurait été impossible d'obtenir dans les écoles vétérinaires européennes. Les tuteurs étaient impressionnés par sa manière calme de gérer les animaux sauvages et sa compréhension intuitive de leurs réactions au stress. La rencontre mortelle commença lorsque leur véhicule rencontra un autre groupe de safari qui s'était arrêté pour observer une lionne se déplaçant lentement dans les hautes herbes à environ 100 mètres. Le guide gara le véhicule à la distance prescrite et commença à expliquer le comportement et les stratégies de chasse des lions. La lionne observée semblait boiter légèrement et épargner sa patte avant droite en marchant, tandis qu'elle se déplaçait entre les acacias dispersés. Eric dirigea immédiatement ses jumelles vers la lionne, faisant appel à sa formation vétérinaire pour analyser sa démarche et sa posture. Contrairement à l'instruction explicite du guide de rester calme et assis, Eric commença à se lever dans le véhicule, affirmant qu'il avait besoin d'une meilleure vue pour évaluer correctement l'état de l'animal. Lorsque le guide l'invita fermement à se rasseoir, Eric soutint que son expertise professionnelle lui permettait de faire des observations susceptibles d'aider l'animal. Malgré des avertissements de plus en plus insistants, Eric ouvrit la porte du véhicule et en sortit, désireux des approchés de la lionne pour évaluer son état de près. Au moment où les pieds d'Eric touchèrent le sol, les 2 guides commencèrent à crier bruyamment qu'ils devaient immédiatement remonter dans le véhicule.
Ce qu'Eric ne comprenait pas, c'est que le comportement inhabituel de la lionne n'avait rien à voir avec une blessure ou une maladie. C'était une mère dont les petits étaient cachés dans les buissons proches, et ses mouvements lents et réfléchis étaient la patrouille contrôlée d'une mère protectrice évaluant les menaces potentielles pour ses petits. Lorsqu'Eric s'éloigna d'environ 30 mètres du véhicule, son mouvement déclencha tous les instincts de protection que l'évolution avait programmés dans la lionne. Pour elle, cette silhouette dressée qui s'approchait directement de la cachette de ses petits représentait la plus grande menace à laquelle elle avait été confrontée depuis des semaines. Les lions sont par nature des chasseurs embusqués, mais lorsqu'ils protègent leurs petits, ils foncent directement vers la menace, sans tenter de se camoufler ou de surprendre. L'attaque de la lionne commença par un rugissement qu'on pouvait entendre à des kilomètres à la ronde. Un son conçu pour paralyser de peur les proies et en même temps alerter les autres membres du clan du danger. L'attaque se fit avec une rapidité effrayante. Un moment, la lionne resta immobile dans l'herbe. L'instant d'après, elle franchit la distance jusqu'à Eric dans son tourbillon de pelage doré et de détermination mortelle. Eric eut peut-être 3 secondes pour réaliser son erreur avant qu'une lionne de 180 kg, furieuse, ne heurte sa poitrine avec une force dévastatrice et ne le renverse au sol. Les guides démarrèrent immédiatement leur moteur, klaxonnèrent et attrapèrent leurs fusils dans l'espoir de détourner la lionne de son attaque. Mais la lionne était complètement concentrée sur l'élimination de ce qu'elle percevait comme une menace pour ses petits et poursuivit son attaque avec une précision méthodique. L'attaque dura environ 90 secondes avant que le bruit combiné des deux véhicules et un tir de sommation au-dessus de la tête de la lionne ne la pousse finalement à se retirer dans les buissons où ses petits attendaient. Lorsque les guides purent finalement s'approcher prudemment d'Eric, il devint rapidement évident que sa formation vétérinaire approfondie ne l'avait pas préparé à cette rencontre. Le matin du 12 août 2015 commença avec une beauté immaculée au-dessus du delta de l'Okavango, au Botswana. Nathalie Rhodes, une productrice de documentaires de 41 ans de Londres, ajustait son chapeau à large bord alors qu'elle s'installait dans le Mokoro. Un canot étroit qui devait la mener à travers les canaux cristallins de ce site du patrimoine mondial de l'UNESCO. En plus de 15 ans, Nathalie avait produit des documentaires primés sur la faune arctique à la protection de la forêt amazonienne, toujours à la recherche d'expériences authentiques et immersives. La compagne de voyage de Nathalie était Sarah Mitchell, une photographe animalière de Manchester, qui était sa plus proche amie depuis l'université. Sarah avait invité Nathalie à ce voyage après avoir achevé un travail photographique réussi sur les éléphants du parc national de Chobe. Le Mokoro Safari était dirigé par des pôleurs locaux, des navigateurs expérimentés qui avaient grandi dans les deltas et possédaient une connaissance approfondie des changements saisonniers, du comportement de la faune et des dangers cachés. Le pôleur de Nathalie était Thabo, un guide local de 35 ans, dont la famille traversait le delta depuis des générations. Avant que leur voyage ne commence, Thabo expliqua quels étaient les habitants les plus dangereux du delta, une connaissance qui pouvait décider de la vie ou de la mort dans ces eaux vierges. Le crocodile du Nil était le prédateur de pointe des voies navigables du delta, un fossile vivant qui avait peu changé en plus de 200 millions d'années. Ces crocodiles pouvaient mesurer jusqu'à 6 mètres de long et peser plus de 700 kg, avec des mâchoires exerçant une force de morsure de plus de 2000 kg par pouce carré, suffisamment puissant pour écraser une petite voiture. Ces prédateurs étaient des chasseurs à l'affût, capables de rester immobiles pendant des heures et n'attendant que leur proie soit à portée de frappe. Lorsqu'un animal s'approchait de la rive, les crocodiles pouvaient jaillir de l'eau avec une telle force que leurs corps entiers étaient catapultés hors de la surface. Le 4e jour, le groupe se déplaçait à travers un canal étroit lorsqu'il atteignit un endroit où l'eau était trop peu profonde pour manœuvrer les mokoros chargés. La procédure standard dans de telles situations consistait à ce que les passagers descendent brièvement dans l'eau peu profonde, tandis que les pagailleurs guidaient les canots vides à travers l'obstacle. Thabo avait déjà effectué cette manœuvre des centaines de fois dans sa carrière de guide, et il choisit soigneusement un endroit où l'eau n'était qu'à hauteur de cheville et où un fond de sable ferme était visible à travers l'eau claire.
Il expliqua à Nathalie et à sa compagne Sarah qu'elle devrait descendre pendant seulement quelques minutes pendant qu'il dirigeait le Mokoro vide à travers le passage peu profond. Avant de choisir l'endroit, Thabo avait recherché des signes d'hippopotame et de crocodile et son expérience de plusieurs années lui avait appris à interpréter les subtils indices environnementaux indiquant la présence de prédateurs. Cependant, aucun d'entre eux ne se doutait qu'un grand crocodile du Nil reposait immobile au fond du canal depuis plusieurs heures. La présence du crocodile dans ce canal spécifique n'était pas inhabituelle. Ces prédateurs parcourent régulièrement les voies navigables du delta. Cet animal en particulier était un mâle adulte d'environ 4,30 m de long et pesant plus de 360 kg, avec la patience et l'expérience de chasse acquise au cours de décennies de traque réussie. Lorsque Nathalie sortit prudemment de son Mokoro pour entrer dans le eau peu profonde, son pied toucha le sol sablonneux à seulement quelques mètres de l'endroit où le crocodile guettait. Les vibrations de ses pas déclenchèrent le réflexe d'attaque du prédateur. Les crocodiles possèdent des organes sensoriels spécialisés capables de percevoir les moindres vibrations dans l'eau, leur permettant de localiser leur proie avec une précision étonnante, même dans des conditions très troubles. L'attaque se produisit avec une rapidité effrayante, ce qui fait des crocodiles des chasseurs efficaces depuis plus de 200 millions d'années. Le massif reptile claqua sa mâchoire sur la jambe droite de Nathalie, juste au-dessus de la cheville. Sa force de morsure d'environ 3000 livres par pouce carré écrasa les os et sectionna immédiatement de grands vaisseaux sanguins. Immédiatement, le crocodile commença avec ses œufs qu'on appelle le rouleau de la mort, un mouvement d'érotation destiné à désorienter la proie et à causer des dommages massifs au tissu, tandis que la victime est entraînée sous l'eau. Thabo réagit avec un réflexe rapide acquis au fil des années d'expérience dans des eaux dangereuses DOT. Il commença immédiatement à frapper la tête et le museau du crocodile avec son bâton en bois, visant les zones sensibles autour des yeux et des narines, dans l'espoir de faire lâcher prise au prédateur. Sarah attrapa sa pagaie et se joignit à la tentative désespérée de libérer Nathalie de la mâchoire du crocodile. Mais les crocodiles du Nil sont faits pour de telles rencontres. Une fois que leur mâchoire se referme sur la proie, les muscles qui contrôlent la morsure sont parmi les plus puissants du règne animal et sont conçus pour maintenir la prise, même sous un stress extrême. Le cerveau primitif du crocodile était uniquement focalisé sur un objectif, entraîner la proie dans des eaux plus profondes pour accomplir la mise à mort sans perturbation. Malgré les efforts conjoints de Thabo et Sarah, le crocodile réussit à entraîner Nathalie sous la surface de l'eau du canal. L'attaque entière dura moins de 20 secondes, mais ces secondes suffirent à transformer un voyage documentaire paisible en une tragédie inimaginable. Les restes de Nathalie furent finalement retrouvés presque 3 km en aval du lieu de l'attaque, dans son bras calme de la rivière où le crocodile avait apparemment mangé et ensuite abandonné le corps. Le matin du 5 octobre 2016 commença clair et frais dans la légendaire réserve nationale du Maasai Mara au Kenya. Cameron Doyle, un ancien ambulancier de l'armée âgé de 38 ans d'Auckland, était en safari pédestre. Pendant ses 12 années en tant que médecin militaire en exercice au sein des forces armées néo-zélandaises, il avait servi en Afghanistan, au Timor oriental et aux îles Salomon, développant cette perception de la situation et de ses réflexes rapides qu'il avait maintenu en vie dans certains des endroits les plus dangereux du monde. Le safari pédestre dans le Masai Mara avait précisément attiré Cameron parce qu'il offrait cette expérience authentique et risquée que les excursions en véhicule ne pouvaient pas permettre. Contrairement à la sécurité des véhicules de safari fermés, les safaris à pied plongent les participants directement dans l'écosystème en tant que proie potentielle. Cela nécessitait une vigilance constante et la capacité à interpréter les signes environnementaux qui pouvaient déterminer la vie ou la mort. Son guide était Joseph Kimani, un ranger Mahassa de 45 Hands qui effectuait des patrouilles à pied dans la Mara depuis plus de 30 ans. Joseph portait un fusil de calibre 458 Winchester Magnum et possédait une connaissance encyclopédique des comportements des animaux sauvages, des routes de migration saisonnières et des signes environnementaux subtils indiquant l'activité des prédateurs.
Avant le premier jour de marche, Joseph avait informé le groupe sur les habitants les plus dangereux du Maasai Mara, y compris un animal que de nombreux touristes sous-estimaient, le buffle-cafre. Ces massifs herbivores étaient responsables de plus de décès parmi les chasseurs en Afrique que les lions, les léopards et les éléphants réunis. Ce qui rendait les buffles particulièrement dangereux, c'était leur tempérament imprévisible et leur agressivité explosive. Contrairement à la plupart des herbivores qui fuyaient les menaces, les buffles étaient connus pour attaquer avec une force dévastatrice les dangers perçus. Leur tête massive, protégée par d'épaisses couches osseuses et couronnée de cornes mortelles, pouvait écraser un crâne humain en un seul coup. Malgré leur taille énorme, les buffles pouvaient atteindre des vitesses allant jusqu'à 56 km/h. Le troisième matin, le groupe avait suivi une troupe de Lions lorsque Joseph découvrit des traces fraîches de buffles qui croisaient à leur chemin. Les énormes empreintes de sabots et les excréments caractéristiques indiquaient qu'un petit groupe de buffles-cafres avait traversé la zone dans les dernières heures, probablement en route vers des pointes d'eau dans les premières heures du matin. La formation militaire de Cameron lui avait appris à analyser les informations provenant de différentes sources et il était fasciné par le travail de détective que le suivi des animaux sauvages impliquait. Alors que Joseph continuait à conduire le groupe vers le point d'observation prévu, Cameron s'attarda brièvement pour examiner de plus près les traces de buffles. Ce que Cameron découvrit dans l'herbe à côté du chemin principal capta toute son attention. Entre les anciennes traces de buffles se trouvaient clairement des signes plus récents. Sa formation militaire lui disait que cette information était significative. Elle indiquait que les buffles se trouvaient de beaucoup plus près que Joseph ne l'avait estimé. La grave erreur de Cameron fut d'examiner ces traces fraîches sans alerter Joseph de sa découverte. Sa confiance en ses propres capacités de pisteur combinée à sa curiosité naturelle pour le comportement des animaux sauvages l'amena à quitter le chemin balisé et à avancer de plusieurs mètres dans la haute herbe où les traces fraîches étaient les plus visibles. Ce que Cameron ignorait, c'était qu'un des buffles n'avait jamais quitté la zone. Un taureau massif pesant plus de 800 kg, atteignant presque 1,80 m de hauteur à l'épaule, s'était reposé à l'ombre d'un buisson dense à seulement 30 mètres de distance. Il s'agissait précisément du type de taureau solitaire contre lequel Joseph avait mis en garde un animal plus âgé qui, ayant perdu sa dominance, avait été expulsé de son troupeau et était devenu de plus en plus agressif et territorial. Joseph remarqua que Cameron était resté en arrière par rapport au groupe et se retourna pour le chercher. Juste à ce moment-là, le buffle se redressa avec une rapidité surprenante pour un animal aussi massif. Le guide reconnut immédiatement le danger, commença à crier des avertissements et mit son fusil en joue. Mais l'attaque était déjà lancée. La tête massive du buffle couronné de cornes s'étendant sur presque 1,20 m d'un bout à l'autre était abaissée en position d'attaque classique. Les réflexes militaires de Cameron s'enclenchèrent lorsqu'il vit le buffle sortir du fourré, mais son entraînement militaire ne l'avait pas préparé à la vitesse et à la puissance d'un buffle-cafre en charge. L'épaule massive de l'animal frappa Cameron avec la force d'un train de marchandises dans la poitrine, le souleva du sol et le projeta à plusieurs mètres dans les airs avant qu'il ne s'écrase au pied d'un acacia. Le premier tir de Joseph, visant les organes vitaux du buffle, atteignit l'énorme animal à l'épaule, mais ne le fit pas tomber immédiatement. Les buffles-cafres sont des animaux incroyablement résistants, capables de survivre à d'énormes blessures savant de succomber à leurs plaies. Leur peau épaisse, leur musculature dense et leur ossature robuste les rendent difficiles à arrêter, même avec des fusils de gros calibre. La deuxième attaque du taureau fut encore plus dévastatrice que la première. Ses cornes s'atteignirent de leur cible, tandis que Cameron gisait impuissant près de l'arbre. Le deuxième coup de feu de Joseph placé avec précision derrière l'épaule du buffle fit finalement tomber l'animal massif. Pourtant, les dégâts subis par Cameron étaient déjà irréversibles. La formation médico-militaire de l'ancien soldat lui permit d'évaluer ses propres blessures avec une sobriété clinique, poumons perforés, hémorragie interne massive et probablement des dommages aux organes vitaux. Il resta conscient assez longtemps pour donner à Joseph des instructions sur la façon de contacter les services d'urgence.
Pourtant, les deux hommes savaient que l'aide était trop éloignée pour pouvoir faire une différence. Cameron mourut sur les lieux de l'attaque seulement quelques minutes après l'incident. Sa formation militaire et ses compétences de survie n'étaient finalement pas à la hauteur de la force brute et de l'agression d'un des animaux les plus dangereux d'Afrique. Joseph, malgré des décennies d'expérience et une réaction rapide à l'urgence, fut profondément affecté de perdre pour la première fois un client à cause d'une attaque animale. Quelle est l'histoire qui vous a le plus effrayé? Laissez-nous vos commentaires. Merci d'avoir regardé et à très vite pour de nouvelles vidéos flippantes.